c'est l'évolution de la glace au Groenland. Vous voyez, avril, mai, juin, juillet, août. La courbe en bleu, c'est l'évolution en moyenne depuis 30 ans. En moyenne, à la fin de l'été, quand il avait fait très chaud, en mai, juin, juillet, il y avait un peu moins de 20% de la glace qui avait fondu. 20%. L'an dernier, il y avait 45% de la glace qui avait fondu, voilà, au début de l'été. C'est le Figaro qui disait l'autre jour que c'est la plus grave sécheresse qu'on a jamais vue et que la nappe phréatique, dans 5 ans, sera vide en dessous de New Delhi. Donc je pense qu'on a tous des processus de protection qui font que notre cerveau refuse de voir l'horreur, mais qu'il faut qu'on accepte de se dire on va vers l'horreur, on va vers la barbarie si on n'est pas capable d'agir, mais il n'est pas trop tard pour agir. Mais il faut y mettre les moyens, il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique, il faut arrêter les beaux discours, c'est la seule guerre qui ne fera aucune victime, c'est la seule guerre qui va éviter des millions de morts, mais il faut se mettre en état de guerre et se donner des moyens. Certains rêvent que les technologies vont tout remplacer. Claude Allègre, il y a 15 ans, il fait un bouquin incroyable où il expliquait qu'il n'y avait pas de dérèglement climatique et que si un jour il y avait un dérèglement climatique, peut-être que oui, peut-être que non, dans très longtemps, les technologies allaient sauver le monde. Mais qu'il aille en Californie, la Californie, c'est un endroit où il y a des technologies. Toutes les semaines, il y a une nouvelle start-up qui se crée, voilà. Et bien, malgré ça, quand il n'y a plus d'eau, les forêts, elles crament. Et quand il y a 100 millions d'arbres qui sont morts à cause des sécheresses à répétition, il y a des feux de forêt, les technologies ne sauvent pas les gens, ils ne sauvent pas les... Voilà. Donc les technologies sont bien utiles. Hein. Si un jour j'ai un problème cardiaque, je serais très content qu'on me mette un petit ressort pour me donner 20 ans d'espérance de vie en plus. Il y a des choses géniales dans les technologies, mais ça ne remplace pas l'effort de frugalité. Le rapporteur général du budget, c'est celui ou celle qui négocie le budget de l'Union européenne au nom de tout le Parlement. Et il faut qu'il y ait un accord entre le Parlement et le Conseil pour que le budget soit validé. Et donc, il y a une personne qui est chargée de créer un consensus au sein du Parlement et puis de négocier. Cette année, ça me tombe dessus. Donc, j'étais assez étonné, surtout que je fais partie des députés qui sont assez exigeants. Et j'ai dit devant tout le monde que pour moi, le Parlement ne pouvait pas accepter un budget s'il n'y avait pas 100 milliards de plus pour le climat, pour isoler les maisons, pour faire le transport en commun, pour transformer l'agriculture. Et à ma grande surprise, on m'a demandé d'être rapporteur général et les autres groupes l'ont accepté. Quand Madame von der Leyen fait un très beau discours, moi j'applaudis parce que son discours est vraiment, je n'ai pas de doute sur sa volonté. Mais quand elle cite Kennedy, le discours de Kennedy, We choose to go to the moon, ben c'est super. Il y a des millions de gens qui ont des frissons dans le dos, qui se disent putain c'est génial, on a un président qui a un vrai projet, c'est excitant. Mais il y met de l'argent et on crée 400 000 emplois rien que pour aller sur la Lune. Aujourd'hui, il y a un énorme risque que ce soit du greenwashing. Le discours de von der Leyen est magnifique, mais pour le moment, il n'y a pas d'argent. Si on veut diviser par 2 le CO2 dans les 10 ans qui viennent, il faut que la moitié des maisons à Bruxelles, comme dans mon village des Pyrénées, la moitié des écoles, il faut isoler tout ça. Il faut faire des transports en commun là où il n'y en a pas. Il faut dire des agriculteurs à transformer. Donc, il faut au moins 400 milliards chaque année entre le public et le privé. Il faut trouver 400 milliards. Donc, c'est pour ça que nous, comme parlementaires, on va se battre, mais que les actions citoyennes sont absolument fondamentales. Donc concrètement, on veut qu'il y ait un budget climat au niveau européen, on veut qu'il y ait un impôt sur les bénéfices. Regardez, vous voyez l'évolution des dividendes, j'arrive toujours avec mes petits graphiques, ça c'est l'évolution des dividendes, mais en même temps, jamais l'impôt sur les bénéfices n'a été si faible. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. Et puis depuis qu'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt parce que le voisin fait pareil. Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, il avait le même problème. La Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, l'Arkansas baissait son impôt. Et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Alors qu'il est vieux et qu'il est paralysé, en 4 mois, Roosevelt a fait un impôt fédéral en disant que vous soyez en Floride ou au Texas, vous paierez 38%. Évidemment, tout le monde dit que Roosevelt est un communiste. J'avais rencontré le petit-fils de Roosevelt quand j'avais créé le collectif Roosevelt. Il disait que les banquiers détestaient Roosevelt. Mais il n'a pas tué les banquiers, simplement il leur a tordu le bras pour les mettre au service du bien commun. On va tous faire des efforts pour chacun faire sa part, mais c'est normal que les actionnaires fassent leur part aussi. Et si on veut que chaque famille, chaque petite entreprise, chaque ferme, chaque école soit aidée pour faire des travaux, il faut qu'il y ait un vrai budget européen. Et le budget européen, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une fiscalité. Et encore une fois, si on mettait un impôt de 3% ou 4%, au maximum 5%, les actionnaires vont pas mourir. Depuis avril 2015, il y a eu 2600 milliards qui ont été créés. 2600 milliards. Et on a fait le bilan. On sait qu'il y a seulement 11% de l'argent qui est allé dans l'économie réelle. 89, presque 90, presque 90%, soit a été remis tout de suite à la Banque centrale, soit va à la spéculation. Et là, de nouveau, Mario Draghi puis Christine Lagarde ont dit attention, l'Europe est en train de retomber en récession. C'était avant le coronavirus, on le savait déjà. Et donc, de nouveau, la Banque centrale a dit je vais créer 240 milliards. Je vous rappelle les ordres de grandeur. En France, Nicolas Hulot a démissionné, il disait « je voudrais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments ». 7 milliards.
Et on lui a dit, maintenant 7 milliards, c'est pas sérieux, 7 milliards c'est énorme. Mais la Banque centrale va créer 240 milliards. Voilà. Et a priori, on va les donner aux banques en espérant que les banques vont être gentilles pour relancer l'économie. Donc, soit on croit au Père Noël, les banques sont gentilles, elles font le bien commun, soit on se dit que non, c'est plus compliqué. Donc nous, on préférerait qu'il y ait moins de liquidités, mais qu'elles aillent intégralement dans la Banque du climat. Donc on propose très concrètement que l'argent de la Banque centrale soit utilisé pour financer la Banque du climat et que ça aille en intégralité pour isoler les bâtiments, pour transformer l'agriculture. Et il n'y a aucun problème, contrairement à tous ceux qui vous disent soit la gauche dure, soit la droite dure, c'est pas possible, l'Europe, il y a un problème de traité, c'est faux. On a regardé les traités, les statuts de la Banque centrale disent, article 2, l'objectif de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. Mais si l'objectif de stabilité est atteint, la Banque centrale doit se consacrer aux autres objectifs de l'Union définis dans l'article 3 des traités. Et dans l'article 3, il y a la protection de l'environnement. Un système qui produit autant d'inégalités, qui fout en l'air la planète, le climat, la biodiversité, et qui a besoin de toujours plus de dettes pour fonctionner, ce système est devenu complètement malade. Ça fait un moment que j'explique qu'on va avoir une nouvelle crise économique et qu'on va avoir, si on ne fait rien, on va avoir une flambée du chômage. La meilleure façon, sans doute, de ne pas avoir une flambée du chômage, c'est de protéger les emplois existants, avec le principe de on travaille moins pour licencier moins, et puis pour créer des nouveaux emplois, un vrai Green Deal avec des vrais financements, ça peut créer 5 millions d'emplois. Donc c'est une bonne nouvelle, on peut créer 5 millions d'emplois, des emplois bien payés, des emplois utiles, au moment où les États-Unis vont tomber en récession. Le coronavirus, c'est juste la crise qui fait dérailler le système, parce que le système de toute façon allait dans le mur. Donc si on veut éviter la catastrophe, il faut protéger les emplois existants, il faut faire la séparation des banques pour calmer la spéculation, et la meilleure façon de créer des nouveaux emplois, avec la question du temps de travail, c'est un vrai investissement dans le climat. Alors qu'avant, croissance et bien commun allaient ensemble, on a une séparation. Et maintenant, la croissance, non seulement n'est pas la solution, mais c'est une bonne partie du problème. Parce que pour avoir plus de croissance, qui ne crée pas de l'emploi ou pas d'emploi de qualité, on abîme la planète, on va faire des gaz de schiste, on va faire toujours plus de dettes. C'est Patrick Vivray, qui est un ami philosophe français, qui dit « On croit tous qu'on est des êtres super rationnels. En fait, on n'est pas des êtres totalement rationnels, on est des êtres religieux, qui ont besoin d'être en lien avec d'autres, qui ont besoin d'être amoureux, qui ont besoin de choses qui nous aident à vivre. On sait tous qu'on va mourir, quoi qu'on pense sur la suite, on sait tous qu'on est fini, on est inquiet dans le monde. Et donc, on a tous besoin de béquilles qui nous aident à avancer dans un monde dangereux. Et pour certains, la béquille, c'est la croissance et le progrès technique. Donc, du point de vue bêtement économique, je ne sais pas si on peut voir la courbe, ça c'est une courbe que j'ai dans un livre avec Michel Rocard. Ça fait l'évolution de la croissance en France depuis 50 ans. Je crois quand même que l'évolution est assez claire, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil un peu partout. La croissance ne revient pas, mais c'est pas grave, on peut vivre dans un monde équilibré, un monde harmonieux, et en particulier pour créer des emplois. C'est investir massivement dans le climat, c'est relancer le débat sur la semaine de 4 jours. Avec un vrai plan climat, on peut créer 900 000 emplois. Et si on passe vers la semaine de 4 jours, on peut créer 1 600 000 emplois. Donc si vous créez 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours et 900 000 emplois avec le climat, un vrai plan climat, ça fait 2 500 000 emplois. Et si vous créez 2 500 000 emplois, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça permet de lutter contre le chômage d'exclusion. Donc il faut expliquer que la croissance ne reviendra pas, que la croissance n'est pas la solution, que même ça devient un problème, mais qu'on peut vivre dans un modèle de prospérité. Et que si on crée 2 500 000 emplois, il y a 2 500 000 personnes qui vont trouver un revenu, qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc la réforme de Macron n'est pas la seule façon d'équilibrer les retraites. Il y a 2 façons d'équilibrer les retraites. Soit on diminue les retraites de tout le monde, soit on crée 2 millions d'emplois, et ça fait 2 millions de gens qui cotisent pour les caisses de retraite et de sécu. Donc ça, il faut qu'on l'explique avec bienveillance, avec intelligence, avec fermeté. On sait qu'il y a des lobbies très forts. Quand la Banque européenne d'investissement a dit qu'elle voulait stopper les investissements fossiles, Total, la compagnie de pétrole Total, a fait un communiqué pour regretter la décision. Je trouve ça surréaliste qu'en 2019, Total ose écrire ça. Donc, à coup sûr, il y a des lobbies très puissants qui veulent continuer à vendre du pétrole, ou on va nous faire voir qu'il y a du pétrole vert, qu'il y a du kérosène vert, qu'il y a du gna. La réponse est non. On a besoin d'un effort de frugalité. Là, j'ai une belle chemise, j'avais des rendez-vous importants aujourd'hui et que je savais que j'étais filmé. Mais il y a des fois, j'ai une vieille chemise. Mais dans mes blagues à part, si chacun de nous fout à la poubelle une chemise ou une petite veste ou un pantalon dès qu'il est un peu abîmé, on s'en sortira pas. Je pense qu'il y a besoin de frugalité dans notre mode de vie perso. Donc, je pense qu'il faut que chacun de nous change dans sa vie perso, mais qu'on ait aussi des changements collectifs. Et donc, évidemment, il y a des lobbies qui vont grogner, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un lobby citoyen. Quand il y a 90 000, 90 000 personnes dans la rue, eh bien, tous les politiques le regardent. C'est la une des journaux le lendemain. Et du coup, le lobbyiste de Total qui explique que c'est pas grave, on peut continuer à vendre du pétrole, ok, mais il y en a 90 000 qui sont dans la rue et qui veulent changer le monde. Voilà. La plupart des médias maintenant comprennent qu'il y a besoin d'un changement radical.
Et donc, ils sont très contents de donner la parole à ceux et celles qui sont dans les manifs. Même s'il fait froid, même s'il pleut, même si vous avez marre de marcher, même si c'est la 8e manif cette année, on y va, c'est tout à fait utile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se découragent. Et à chaque fois, je pense à la dernière discussion que j'ai eue avec Stéphane Hessel. J'ai eu la chance d'être un grand ami de Stéphane Hessel, celui qui a fait le livre Indignez-vous. Et quelques jours avant de nous quitter, Stéphane m'avait invité chez lui. Il était dans son lit, j'étais assis au bord de son lit. On a parlé de sa vie, qui avait été magnifique, de tout ce qu'il avait fait, du miracle de l'être. Et surtout, Stéphane Hessel disait, il faut jamais se décourager. Il me disait, Pierre, il faut expliquer à tout le monde qu'il ne faut jamais se décourager. On a connu le mur de Berlin et en quelques semaines, la fin du mur de Berlin. Et moi, je me souviens quand j'étais étudiant, on avait le plus grand spécialiste de l'Allemagne qui nous avait dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. On n'avait pas le droit de rire, c'était le spécialiste. Et 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. C'est pas parce que les grands chefs l'ont décidé, c'est parce que des citoyens, 1, puis 10, puis 100, puis 1000, sont allés dans la rue, joyeusement, sans violence, on dit on n'en peut plus de ce modèle de société, on veut vivre libre. Et je pense qu'il faut qu'on soit très nombreux et qu'on ne se lasse pas et qu'on se dise c'est cette année qu'on doit obtenir une victoire. S'il y a une zone du monde comme l'Europe qui montre qu'on peut vivre bien, que c'est pas se flageller, sauver le climat, c'est pas voilà, on va créer des emplois, on va vivre bien, on va avoir un mode de vie plus équilibré et plus sain pour nous et pour notre société. Donc si l'Europe montre qu'un autre modèle est possible, eh ben, je suis sûr que le Japon et la Chine vont faire pareil et que celui ou celle qui va remplacer Trump se dira on est bien débile de ne pas faire pareil. Donc les amis, on y croit. Aujourd'hui, il faut faire tomber le mur du cynisme, le mur des lobbies, le mur des gens qui pensent que c'est foutu, qu'on n'y arrivera pas. Chacun s'occupe que de sa famille et de son portefeuille. Et je crois qu'il y a du plaisir à militer avec d'autres et qu'il y aura du plaisir à gagner la bataille du climat.